Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un roman qui s'intitule Le Grand Sommeil. Il s'agit d'un roman de Raymond Chandler paru en 1939. Le détective privé Philip Marlowe se rend à la demeure imposante des Sternwood. Il aperçoit le chauffeur de la famille en train de laver une voiture. Il rencontre Miss Carmen Sternwood, qui est la fille cadette du général Sternwood. Elle lui fait du charme en faisant exprès de se laisser tomber pour que Marlowe la serre contre lui. Norris, qui est le valet de chambre, le conduit auprès du général Sternwood, qui est un riche paraplégique. Cet homme est veuf et a deux filles, Viviane et Carmen. Viviane s'est mariée avec l'ex-bootlegger Rusty Regan. Ce dernier a mystérieusement disparu il y a un mois. Depuis sa disparition, quelqu'un est en train de refaire chanter le général par lettres. Le général avait déjà donné 5000 $ à Joe Brody pour qu'il fiche la paix à Carmen. Le général montre la lettre qu'il a reçue. Derrière une carte de M. Arthur Geiger est écrit « A.G. Geiger demande le remboursement de dettes de jeu de la part de Carmen. Geiger tient une librairie de livres rares. » Marlowe se demande si ces dettes sont réelles ou si c'est une arnaque. Marlowe sera payé 25 $ par jour pour résoudre cette affaire de dette. Bien que le général aimait beaucoup Regan, il ne demande pas à Marlowe de le retrouver. Après avoir quitté la serre, Norris dit à Marlowe que Viviane veut le voir. Viviane est étendue sur une chaise longue avec l'intention de montrer ses jambes à Marlowe. Viviane veut savoir si son père l'a engagée pour retrouver son mari. Marlowe ne compte pas le lui dire. Viviane est irritée par le comportement de Marlowe car le détective a l'habitude de parler franchement. Viviane dit que son mari est parti il y a un mois avec sa voiture et que sa voiture a été retrouvée dans un garage. Marlowe se rend à la boutique de Geiger. Geiger n'est pas là et il n'y a qu'une employée. Marlowe lui demande le Ben-Hur 1960 avec un erratum à la page 116 et un chevalier Audubon 1840. L'employé lui dit que la boutique n'en a pas. Marlowe décide d'attendre le retour de Geiger. Un homme vient avec un paquet. L'employé appuie sur un bouton et l'homme passe par une cloison. L'homme repart avec un autre paquet. Marlowe décide de se mettre à le suivre. L'homme sait qu'il est suivi. Il dépose son paquet qui contient un livre dans un arbre. Marlowe va le chercher. Marlowe téléphone à la maison de Geiger, mais il n'obtient pas de réponse. Marlowe se rend à une autre librairie. Une femme lui décrit Geiger. Quand Marlowe lui demande le même Ben-Hur que celui qu'il a demandé dans l'autre librairie, cette femme lui dit qu'il n'existe pas. Marlowe revient à sa voiture, il ouvre le livre. Il s'agit d'un livre d'abonnement de pornographie. Marlowe guette le magasin de Geiger. Il y voit des hommes entrer et sortir de la boutique avec des paquets. Geiger finit par venir. Un adolescent gare sa voiture. Quand Geiger repart en voiture, Marlowe le suit. Marlowe arrive à une maison où Geiger entre. Quelque temps plus tard, Marlowe voit une femme entrer. Il identifie la voiture comme étant celle de Carmen. Il entend des coups de feu. Marlowe parvient à entrer dans la maison. Il entend quelqu'un s'enfuir et 2 voitures s'en aller. Dans la maison, il voit 2 personnes dont une est morte. Il voit Carmen nue et droguée et Geiger qui est mort de 3 balles. Il retrouve un appareil photo sans la pellicule. Il fouille la maison et il trouve un carnet. Il ramène Carmen à la maison familiale avec la voiture de Carmen. Après avoir sonné à la demeure des Sternwood, Marlowe rencontre le valet. Marlowe demande à ce que la femme de chambre s'occupe de Carmen. Marlowe revient à pied chez Geiger. Il remarque que le corps de Geiger a disparu. Marlowe revient chez lui. Il regarde le carnet. Il contient les noms de plus de 400 personnes. Le lendemain matin, Marlowe reçoit un coup de fil de Bernie Holz, qui est l'enquêteur en chef qu'il a recommandé à la famille Sternwood. Holz lui dit que la Buick appartenant à la famille a été retrouvée dans la mer avec une personne morte à l'intérieur. Il s'agit peut-être de Regan. Marlowe se rend au palais de justice voir Holz. Ce dernier lui dit que le mort n'est pas Regan mais un gosse.
Il veut que Marlowe s'occupe de la disparition de Regan. Ils se déplacent tous les deux jusqu'au quai du Lido où a été récupérée la voiture. La voiture aurait été jetée dans la mer hier soir. Un médecin vient et pense qu'il s'agit d'un décès accidentel. La cause de la mort serait une fracture du cou. Le mort aurait reçu un coup avant sa mort avec un objet contondant. Marlowe reconnaît la personne décédée comme étant le chauffeur d'Easternwood. Holmes lui dit qu'il s'agit d'Owen Taylor. Il y a un an, cet homme avait enlevé Carmen. Il voulait se marier avec elle. Owen avait également un casier pour tentative de vol. Holmes va annoncer la nouvelle à la famille, tandis que Marlowe veut jeter un coup d'œil à la boutique de Geiger. Marlowe entre dans la boutique de Geiger, il rencontre de nouveau la même employée. Il lui dit qu'il a quelque chose qui peut intéresser Geiger. Puisqu'il n'est pas là, l'employé lui propose de passer le lendemain. Marlowe remarque un garçon qui ouvre la cloison et la referme après avoir vu Marlowe. Marlowe se rend compte que l'on déménage une partie des stocks de Geiger. Marlowe monte dans un taxi et il fait suivre la camionnette qui est remplie des livres de Geiger. La camionnette s'arrête à un immeuble dans lequel habite Joe Brody. Quand Marlowe rentre chez lui, il y a un client. Vivienne veut savoir quelle mission son père lui a donnée. Il refuse de le dire. C'est dans la voiture de Vivienne que le chauffeur a été retrouvé mort. Vivienne dit qu'elle ne sait pas ce qu'Owen faisait avec sa voiture. Vivienne passe à Marlowe les clichés de sa sœur nue qu'elle a reçus par courrier. Vivienne a également reçu un coup de fil d'une femme qui lui a demandé 5000 $ avant ce soir contre les épreuves et les négatifs. Elle dit que sa sœur n'est pas sortie la nuit dernière et qu'elle a été malade. Vivienne dit être sortie pour jouer à la roulette au Cypress Club d'Eddie Mars. Vivienne dit qu'elle peut trouver les 5000 $ auprès d'Eddie Mars. La femme de cet homme se serait sauvée avec Regan. Marlowe se rend à la maison de Geiger. Il y rencontre Carmen. Marlowe essaie de lui tirer les verres du nez pour savoir qui a tué Geiger, mais elle semble ne pas avoir sa raison. Elle semble accepter de dire que Joe Brody a tué Geiger. Un homme sonne et entre dans la maison. C'est Eddie Mars. Quand il demande si Geiger est là, Marlowe répond qu'ils ne l'ont pas vu. Eddie autorise Carmen à partir, mais il veut parler seul avec Marlowe. Dehors, il y a 2 de ses hommes dans une voiture. Eddie remarque du sang sous le tapis et il veut appeler la police. Geiger est son locataire. Marlowe lui avance ses idées sur le meurtre de Geiger. Eddie pointe une arme sur lui. 2 hommes entrent et fouillent Marlowe. Il n'a pas d'arme et son identité est déclinée. Marlowe dit qu'il ne pense pas que celui qui a tué Geiger voulait reprendre son affaire. À son avis, celui qui a les bouquins sait de quoi il en retourne. Marlowe refuse de dire à Eddie qui a les livres. Eddie finit par le laisser sortir. Marlowe se rend à l'immeuble de Joe. Celui-ci lui ouvre la porte. Il dit connaître personne qui s'appelle Geiger. Joe a un pistolet et quelqu'un est caché derrière le rideau car ses souliers dépassent. Marlowe dit que la personne derrière le rideau peut sortir. Il s'agit d'Agnès, c'est l'employé du magasin de Geiger. Marlowe leur fait le compte de ce que les caisses de livres pourraient leur apporter. Il arrive à une somme de 125 000 $ pour la location. Pour Marlowe, Joe est venu tuer Geiger. Il a ensuite pris la pellicule, a caché le corps et a pris les livres dans la librairie. Il y a eu un témoin qui préfère qu'il ne puisse pas profiter de cette affaire. Marlowe pense que c'est Joe qui a les photos. Joe dit que non. Marlowe sait que c'est Agnès qui a écrit à Vivienne et qui lui a demandé les 5000 $. Donc Joe doit obligatoirement avoir les photos même s'il n'était pas là au moment du crime. Marlowe lui révèle qu'il était à la maison de Geiger la nuit du meurtre et qu'il a aussi suivi la camionnette des livres. Marlowe dit que si Joe donne les photos, peut-être qu'il pourra lui-même faire croire à Carmen qu'elle se trompe quand elle dit que Joe a tué Geiger. Joe finit par donner les photos. La sonnerie retentit. Agnès braque une arme sur Marlowe tandis que Joe va ouvrir la porte. C'est Carmen qui entre avec une arme qu'elle pointe sur Joe. Elle demande les photos et elle dit que c'est lui qui a tué Geiger. Tandis que Marlowe se bat pour prendre l'arme d'Agnès, Carmen tire un coup mais elle ne vise qu'une vitre. Marlowe parvient à prendre l'arme de Carmen. Marlowe pointe un revolver sur Joe et il le force à donner les photos. Il y a 5 épreuves. Marlowe veut rendre les photos et l'arme à Carmen, mais une fois qu'elle sera chez elle, elle l'embrasse et elle part. Joe dit qu'il a fait chanter Vivienne car il a déjà fait chanter son père il y a moins d'1 an. Il dit avoir mis les livres dans un garde-meuble. Joe refuse de dire comment il s'est procuré les photos.
Quand Marlowe le menace de parler à propos des 2 assassinats, Joe se montre plus coopérant. Il dit avoir été devant la maison de Geiger la nuit du meurtre. Il y avait 3 autres voitures dont la Buick et de Vivian. Marlowe dit que c'était Owen qui est venu avec la voiture de Vivian. Owen a vu Carmen, qui était son ancienne chérie, en train d'être photographiée nue par Geiger. Owen a tiré sur Geiger. Joe dit qu'il a vu Owen s'enfuir en voiture. Il l'a pisté puis assommé et piqué sa pellicule. Owen l'a ensuite fait tomber et il est reparti avec sa voiture. Joe a développé la pellicule. Il a été chercher les livres dans la boutique de Geiger et il a décidé de faire du chantage pour les photos afin d'avoir un peu d'argent. Joe dit que ce n'est pas lui qui a caché le corps. Quelqu'un sonne. Cette personne tue Joe de 2 balles. Marlowe poursuit cette personne, mais elle lui tire dessus. Marlowe récupère cet individu plus loin. C'est l'amant de Geiger. Quand les sirènes de police retentissent, Marlowe braque une arme sur l'amant. Soit il se confie à lui, soit il se confie à la police. Marlowe le fait monter dans sa voiture et le fait conduire jusqu'à la maison de Geiger. Il s'appelle Carol Lundgren. Marlowe lui dit que ce n'est pas Joe qui a tué Geiger. Devant la maison, les 2 hommes se battent, mais Marlowe arrive à avoir le dessus. Il fait entrer Carol dans la maison. Le corps de Geiger est de nouveau à l'intérieur. Marlowe téléphone à Holz. Il apprend que sur le corps d'Owen, on a retrouvé un revolver d'où 3 balles ont été tirées. Marlowe dit à Holz de venir à la maison de Geiger. Holz est déjà dans les parages. Holz vient dans la maison de Geiger. D'après Marlowe, c'est Carol qui a tué Joe. Carol est amenée à Taggart-Weald, chez le procureur du district. Le problème est que Marlowe n'a rien dit après le premier meurtre, ce qui a permis au second meurtre de se produire. Quand Holz demande au procureur ce qu'il sait du meurtre de l'immeuble de Joe, Weald dit qu'ils ont coincé Agnès qui tentait de partir avec une voiture autre que la sienne et qu'elle a dit qu'elle ne savait pas qui était l'assassin. Holz dit que le coupable est dans la voiture et il lui explique ce qu'il sait. Marlowe lui raconte aussi ce qu'il sait, mais il ne parle pas de la visite de Carmen à l'appartement de Joe, ni de la visite d'Eddie à la maison de Geiger. Marlowe donne au procureur toutes les preuves et Carol. Marlowe veut continuer de protéger son client jusqu'au tribunal. Marlowe revient chez lui. Il rencontre quelqu'un qui lui dit qu'Eddie veut le voir. Marlowe ne veut pas le voir tout de suite. Eddie lui téléphone. Marlowe le rassure car il n'a pas parlé de lui à la police. Eddie lui propose de passer à son club et il lui donnera un tuyau pour savoir où est Regan. Marlowe téléphone ensuite au Sternwood. Le valet lui répond. Marlowe lui dit de dire à Madame Regan qu'il a les photos. Quand le téléphone ressonne, Marlowe décide de ne pas répondre et il dort. Le lendemain, Marlowe lit les journaux et il remarque que ce ne sont que des tissus de mensonges. Marlowe va voir le capitaine Gregory du bureau des disparus. Marlowe cherche des informations sur M. Regan. Regan a disparu le 16 septembre. 4 jours plus tard, sa voiture a été retrouvée dans un garage. Il est possible que la femme d'Eddie Mars soit partie avec M. Regan. Il est possible que M. Regan ait été dépouillé car il portait sur lui 15 000 $. Le capitaine Gregory lui montre une photo de Regan. Le capitaine ne pense pas qu'Eddie ait fait disparaître Regan car cela aurait amené trop de conséquences négatives pour lui. Le capitaine n'arrive pas à savoir où sont Regan et la femme d'Eddie. Il attend que l'un d'eux fasse un faux pas car ils auront un jour ou l'autre besoin d'argent. Après que Marlowe ait quitté le bureau, il remarque qu'une voiture grise le suit. De retour chez lui, Marlowe reçoit un coup de fil du majordome. Il lui dit que le général est mal au point depuis qu'il a lu les journaux. Marlowe apprend que c'est Viviane qui l'a appelé la nuit dernière. Marlowe pense que le mieux est de détruire les photos. L'affaire semble close. Il recevra son chèque. Marlowe est invité pour le lendemain pour voir le général qui le remerciera. Marlowe rend visite à Eddie Mars dans sa boîte de jeu. Eddie dit que ce n'est pas lui qui a tué Regan. Viviane vient souvent jouer à la roulette chez lui. Les tuyaux sur Regan que veut donner Eddie ont déjà été donnés par le capitaine Gregory. Marlowe lui demande s'il le fait suivre par une voiture grise. Eddie répond que non. Marlowe se rend dans la salle de jeu. Viviane est en train de gagner au jeu de la roulette. La table ne peut plus couvrir la mise de Viviane. C'est finalement Eddie qui donne l'argent pour la mise. Viviane gagne encore une fois. En sortant, Marlowe perçoit un homme tousser. Dans le brouillard, Marlowe entend un homme armé demander le sac d'une femme. Marlowe reconnaît Lanny et Viviane. Marlowe parvient à récupérer le sac et il le redonne à Viviane.
Viviane était venue avec Larry Cobb, mais celui-ci est ivre-mort et il ne peut plus la raccompagner. Viviane dit avoir songé à l'épouser. Larry sera raccompagné par quelqu'un d'autre chez lui. Viviane est raccompagnée par Marlowe. Ils s'arrêtent tous les deux dans un drugstore pour boire du café avec de l'alcool. Ils parlent du lien qui unit Eddie et Viviane. Eddie lui prête de l'argent pour qu'elle puisse jouer. Eddie la laisse gagner plein d'argent et il lui envoie un de ses tueurs le reprendre. Marlowe sait qu'Eddie tient d'une certaine manière à Viviane, mais il ne sait pas au juste comment. Le général ne va pas bien depuis que le procureur Wild est venu lui dire la vérité. Viviane pensait que Marlowe était coupable des meurtres de Geiger et de Brody. Ils reprennent la voiture. Viviane tente une avance. Marlowe l'embrasse, mais Marlowe finit par la repousser. Il la ramène chez elle. Quand Marlowe rentre chez lui, il voit que Carmen est dans son lit et nue. Carmen ne veut ni partir ni s'habiller, mais Marlowe parvient à la forcer de sortir de chez lui. Le lendemain, Marlowe remarque la voiture grise devant son immeuble. Marlowe est suivi, il va jusqu'à son bureau. Quand il interroge l'homme qui le suit, celui-ci dit qu'il ne le suit pas. Arrivé à son bureau, Marlowe remarque qu'il a reçu le chèque du général. L'homme à la voiture grise monte à son bureau. Il lui dit s'appeler Harry Jones. C'est un ami de Joe Brody. Agnès l'envoie car elle peut donner un tuyau contre $200. Il révèle que c'est Eddie qui a tué Regan. Il lui dit que Regan avait le béguin pour Mona Grant, mais que cette dernière s'est mariée avec Eddie Mars. Peiné, Regan se serait marié avec Viviane. Regan ne supportait pas sa femme. Harry a entendu dire que Regan s'était envolé avec Mona. Harry l'a dit à Joe Brody qui a pensé pouvoir se faire de l'argent s'il parvenait à avoir un tuyau. Un jour, Joe a vu lâche Canino chez Vardy. Joe a filé Canino qui s'est rendu chez les Sternwood. Il a vu Viviane demander quelque chose à Canino et lui demander de l'argent. Selon Harry, Mona ne serait pas partie avec Regan, mais elle aurait été cachée pour que l'on croie qu'elle était partie avec Regan. Agnès sait où Mona est cachée. Marlowe et Harry se fixent un rendez-vous pour ce soir. Marlowe remettra la somme demandée par Agnès et Harry l'accompagnera auprès d'Agnès pour qu'elle lui dise la vérité. Le soir, Marlowe se rend au bureau d'Harry. Marlowe se cache et il entend une conversation entre Harry et Canino. Il parle de lui. Eddie cherche à savoir qui est le type dans la voiture grise qui suit Marlowe. Harry dit qu'il a été voir Marlowe car Agnès a besoin d'argent. Elle veut que Marlowe lui donne de l'argent grâce à un chantage en utilisant le fait que Marlowe ait caché le fait que Carmen ait tiré un coup de feu dans l'appartement de Joe. Harry refuse de dire à Canino où est Agnès. Cependant, après les menaces de Canino, il finit par lui révéler l'adresse. Canino empoisonne Harry puis part de l'appartement. Marlowe cherche à joindre Agnès car il pense que Canino cherche à la tuer. Il téléphone, mais il ne tombe pas sur la bonne personne. Il devine qu'Harry a donné une fausse adresse et qu'il a bu volontairement du cyanure pour ne pas donner la bonne adresse d'Agnès. Agnès téléphone. Marlowe lui donne rendez-vous. Marlowe la voit et il lui donne les $200 qu'elle souhaitait. Elle lui dit tandis qu'elle-même et Joe étaient en voiture, ils ont vu Canino et Mona dans une autre voiture. Joe s'est décidé à les filer. Mona serait cachée dans une maison en bois près de l'usine de cyanamide. À cause des clous, sa voiture a 2 pneus crevés. Il se rend au garage le plus proche. Le garagiste lui apprend que des personnes ont braqué la banque cet après-midi. Dans le garage, il y a 2 hommes, Hart et Canino. Hart n'a pas envie de réparer les roues de la voiture, tandis que Canino le pousse à travailler. Marlowe finit par se faire agresser par les 2 hommes. Marlowe se réveille dans la planque de Mona. Cette femme y est présente et elle n'y est pas prisonnière. Elle dit que si elle ne s'était pas cachée ici, la police aurait cru qu'Eddie avait tué Rusty Regan. Selon elle, Eddie n'a pas tué Regan. Elle-même n'a pas vu Regan depuis longtemps. Mona le libère. Il veut se sauver avec elle, mais elle dit vouloir rester. Marlowe s'en va encore menotter. Sur la route, il se cache lorsque la voiture de Canino revient à la maison en bois. Marlowe parvient à allumer sa voiture et à se cacher derrière le véhicule. Mona fait croire à Canino que Marlowe est dans la voiture. Marlowe parvient à tirer sur Canino et il le tue. Marlowe s'enfuit jusqu'à Los Angeles avec Mona. Il téléphone à Hulse pour lui dire qu'il a tué un homme et qu'il se rend chez Wild avec la femme d'Eddie Mars. Il se rend chez le procureur Wild et lui donne Mona. Marlowe fait une déposition. Eddie retrouve sa femme. Marlowe parle au capitaine Gregory au palais de justice. Eddie aurait engagé Canino comme garde de Mona.
Eddie dit connaître ni Harry Jones, ni Joe Brody, ni la combine de Geiger. Marlowe peut avoir certains problèmes car il a tué un homme. Mona a été relâchée. Marlowe retourne chez lui. Le valet des Sternwood lui téléphone. Il dit que le général voudrait le voir demain. Marlowe dit qu'il va venir dans une demi-heure. Il s'est passé 5 jours entre cet instant et sa première visite. Le général dit à Marlowe qu'il ne lui a pas demandé de rechercher son gendre. Marlowe voudrait rendre l'argent car il comprend que son travail n'a satisfait personne et qu'il n'a pas terminé son travail. Finalement, le général va le payer 1000 $ pour savoir si Regan va bien et s'il a besoin de quelque chose. Marlowe s'en va. Il rencontre le valet puis Carmen. Marlowe redonne le pistolet à Carmen. Sa dernière veut qu'il lui apprenne à tirer. Ils s'éloignent quelque peu et vont au puisard. Carmen lui tire dessus, mais Marlowe avait auparavant mis des balles à blanc. Carmen finit par s'évanouir. Marlowe la met dans sa voiture où elle reprend conscience. Elle semble ne pas se souvenir de ce qu'il vient de se passer. Marlowe ramène Carmen dans sa maison. Marlowe parle avec Viviane. Il lui dit que Geiger a fait de faux reçus à propos de dettes de Carmen dans le but de soutirer de l'argent à son père. Puisque le père ne payait pas la rançon, cela signifiait qu'Eddie ne pouvait pas faire chanter le père de Carmen. Pour amasser beaucoup d'argent avec du chantage, Eddie devait attendre que Viviane hérite de son père. Owen Taylor a tué Geiger car il n'aimait pas le comportement que Geiger avait avec Carmen dont il était encore amoureux. Regan a disparu et pour que les soupçons n'aillent pas sur lui, Eddie a caché sa femme pour que l'on pense que Regan était parti avec Mona. De plus, cette mascarade lui permettait de faire du chantage auprès de Viviane en toute tranquillité. Il dit à Viviane que sa sœur a tiré sur Regan comme elle vient de le faire sur lui-même. Il pense que Carmen leur a tiré dessus car ils ont refusé ses avances. Viviane a donné 15 000 $ à Eddie pour se débarrasser du corps. Viviane propose à Marlowe 15 000 autres $ contre son silence. Marlowe demande à Viviane de faire soigner sa sœur sous 3 jours, sans quoi il dira la vérité. Viviane dit que le corps de Regan est dans le puisard. Si son père apprenait la vérité, il les dénoncerait et il en mourrait. Le roman tourne autour de 3 éléments clés qui sont l'argent, la vérité et l'amour. L'argent est vu et a différentes finalités selon les personnages. Marlowe est payé 25 $ la journée, plus certains suppléments, ce qui doit être une somme considérable pour l'époque. Par exemple, Marlowe pense acheter avec 15 000 $ une maison, une voiture et 4 complets. On peut remarquer que le général donne à Marlowe bien plus que les 25 $ par jour. Marlowe n'est cependant pas intéressé par l'argent. Marlowe fait figure d'exception. Il est l'honnêteté parmi la malhonnêteté. L'honnêteté ne paie pas. Il pourra s'asseoir sur les 1000 $ que lui a promis le général. Il ne prend pas les 15 000 $ proposés par Viviane. Son bureau ne fait qu'1,5 pièce. Il y a ensuite les petits malfaiteurs qui sont capables de beaucoup pour des petites sommes d'argent. C'est par exemple le cas des chantages de Geiger, de Joe et d'Agnès. Et enfin, il y a les sommes d'argent plus importantes. Elles sont dans les mains d'Eddie et de la famille Sternwood. Eddie convoite par ailleurs l'argent de la famille Sternwood. La fortune des Sternwood resplendit dans la maison, mais on peut croire qu'elle a des racines douteuses. Regan est d'ailleurs mort dans une des sources de la richesse des Sternwood, c'est-à-dire le puisard. Marlowe a bien failli y finir aussi. Les petits malfaiteurs et les plus grands sont comme Buggy. Ils ont des tics de langage. Carmen répète plusieurs fois « vous êtes chou ». Carole répète plusieurs fois « va te faire dorer ». Et Eddie n'arrête pas de l'appeler militaire. Dans ce roman, certains font du propre avec du propre, certains font du sale avec du sale, et certains font du propre avec du sale. Dans le roman, nous sommes en pleine crise des années 30, et pourtant les riches ne connaissent pas la crise. Viviane joue de grosses sommes à la roulette. Les Sternwood sont capables de bien payer Marlowe pour retrouver un homme ou bien pour se taire. Avec le roman, on a l'impression de vivre dans un monde parallèle à la réalité. L'argent ne manque pas. Pratiquement tous les personnages boivent de l'alcool alors que c'est la période de prohibition. Les personnages sont stéréotypés. Les femmes sont des bimbos en quête d'hommes et les hommes sont à la fois virils et alcooliques. La seconde clé du roman est la vérité. La vérité n'est pas du tout recherchée par les journalistes. En effet, quand les journaux relatent les meurtres de Geiger et de Joe, ils mentent. La police ne recherche pas non plus la vérité. Une équipe ne fait pas la lumière sur cette affaire alors qu'un homme seul y arrive. Soit ils ne sont pas impliqués dans leur travail, soit ils le font exprès. Ils en savent plus qu'ils ne le disent et laissent faire.
Beaucoup de policiers sont corrompus. Ils reprochent à Marlowe de faire son travail. La vérité est détenue depuis le début par Vivian, Eddie et Norris. Ils la cachent. La vérité intéresse Marlowe. Il se trouve dans le dilemme, sauver la princesse et dire la vérité. Au final, Marlowe cherche surtout la vérité pour lui-même. Marlowe protège Eddie et aussi Carmen. Il ne dit pas à Wild que Carmen était dans la maison quand Geiger est mort. Il ne dit pas à Wild qu'il a trouvé Eddie dans la maison de Geiger. On peut se demander si ces personnages méritent que l'on mente pour eux. Marlowe ment également en général car il ne lui révèle pas la vraie personnalité de ses filles et il ne lui dit pas ce qui est vraiment advenu de Regan. Cette fois-ci, le mensonge par omission n'est pas là pour cacher une faute, mais pour éviter de blesser le général qui est mourant. Marlowe fait office de chevalier servant. Ainsi, quand il trouve Carmen nue, il la ramène d'abord à la maison familiale, puis il revient ensuite dans la maison de Geiger. La troisième clé du roman est l'amour. Monsieur Sternwood portait beaucoup d'affection à Regan. Cependant, il semble détaché de ses deux filles. Jamais ses filles ne viennent le voir, et lui ne se déplace jamais vers elles. Quand il reçoit la fausse reconnaissance de dette, il n'en parle même pas à Carmen. C'est un vieil homme qui ne peut pas les contrôler. Il a été père pour la première fois à 54 ans et il est paraplégique suite à une chute de cheval. Carmen et Viviane ont un caractère impossible. On pourrait rattacher leur comportement à l'argent. Or, si l'on prend la femme qui en a le moins et qui est Agnès, on remarque qu'elle a également un fort caractère. Il faut donc chercher la cause ailleurs. Il y a ensuite l'amour à sens unique entre Harry et Agnès. Il y a l'amour entre Geiger et Carol. On ne sait pas si Geiger aimait réellement Carol, mais l'inverse est vrai puisque Carol va jusqu'à tuer Joe pour se venger de la mort de Geiger. Il y a l'amour entre Owen et Carmen. Owen et Carol sont les deux seules personnes qui tuent par amour. Ceux qui tuent par amour ne sont pas préparés pour cela. Carol se fait pincer rapidement. Owen se suicide peut-être. Ce ne sont pas de vrais méchants. Il y a enfin l'amour entre Marlowe et Mona. Pour Carmen, les hommes qui résistent sont intéressants. C'est le cas de Regan et de Marlowe. Carmen cherche leur attention. La résistance de ces hommes fait que Carmen s'intéresse à eux et cependant Carmen ne supporte pas qu'on la rejette. Une barrière aux volontés de Carmen se solde par un meurtre et par une tentative de meurtre. Les hommes qui sont amoureux ne sont pas intéressants pour Carmen. Elle a failli se marier avec Owen, mais elle l'oublie bien vite. Carmen n'est pas la seule femme à se désintéresser d'un homme amoureux. Agnès se soucie aussi bien peu du suicide d'Harry. Les femmes sont montrées comme étant peu capables de faire quelque chose par elles-mêmes. Agnès n'est pas capable de monter une arnaque seule. Elle passe par Joe ou par Harry. Elle n'envoie que des lettres ou passe des coups de téléphone. De même, Viviane ne peut pas cacher un corps seul. Au lieu de trouver un moyen de s'extirper de son problème, elle fonce dans les bras de son maître chanteur. Mona ne voit pas le vrai visage d'Eddie et elle a besoin d'un homme pour garder sa cachette. Regan est l'homme que l'on ne voit pas de tout le roman. Il est mort 1 mois avant la première arrivée de Marlowe à la demeure des Sternwood. Pourtant, c'est l'homme le plus important, car du début à la fin du roman, Marlowe cherche à savoir ce qu'il est devenu, et sa disparition fait beaucoup parler. Nous pouvons nous demander pourquoi ce titre au roman. Le grand sommeil fait référence à la mort. Quand Marlowe en parle, il parle du grand sommeil de Regan. D'autres personnes en manquent. Marlowe est insomniaque. Viviane joue à la roulette. Les actions étranges se déroulent davantage la nuit. La vérité recherchée par Marlowe durant tout le roman se situe dans le titre. Même plus, la coupable se jette dans ses bras dès les premières pages du roman. Qu'est-ce que ça peut faire? Où on vous met quand vous êtes mort? Dans un puisard dégueulasse ou dans un mausolée de marbre au sommet d'une grande colline? Vous êtes mort, vous dormez du grand sommeil. Vous vous en foutez de ces choses-là. Le pétrole et l'eau, c'est de l'air et du vent pour vous. Vous dormez du grand sommeil. Tant pis si vous avez eu une mort tellement moche. Peu importe où vous êtes tombé. Moi, je faisais partie des choses moches maintenant. Bien plus que Rusty Regan. Mais le vieux bonhomme, à quoi bon? Qu'il repose tranquille dans son lit à baldaquin avec ses mains exsangues croisées sur le drap, attendant. Son cœur n'était plus qu'un vague murmure hésitant, ses pensées grises comme la cendre. Et bientôt, lui aussi, comme Regan, dormirait du grand sommeil. En redescendant en ville, je m'arrêtais devant un bar et m'envoyais 2 doubles whisky. Ça ne me fit aucun bien. Le résultat, c'est que je pensais à Boucle d'Ange, et jamais je ne la revis.